Angela De Wolf, bonjour et bienvenue dans un B2B tout à fait spécial. On est à Building Bridges. Bonjour, merci de cette invitation. Avec plaisir, c'est une première. On enregistre cette émission donc, pendant cet événement consacré à la finance durable, événement dont l'AGFI est partenaire. Et nous recevons une des figures suisses de cette finance durable, Angela De Wolf, cofondatrice et associée de Concer, une société basée à Genève qui traque, on va dire, l'éco-blanchiment dans les produits d'investissement verts ou ESG, 3 lettres qui veulent dire que l'argent va être investi en prenant soin de l'environnement, par exemple. C'est un thème important qui est décrié aux États-Unis. On a parlé de ce sujet ici à Building Bridges cette semaine. Vous aurez le temps de nous expliquer tout ça dans le détail, mais tout d'abord, on va faire connaissance avec vous. Angela, c'est la partie portrait. Angela De Wolf, merci de prendre un moment dans cette semaine que j'imagine bien remplie pour vous. On est au Centre international de conférences de Genève, à 2 pas de la Place des Nations. Avant de parler de votre sujet préféré, on va vous s'intéresser à l'entrepreneur que vous êtes. Vous avez travaillé pour un grand cabinet de consultants, pour une grande banque privée genevoise, Lombard-Odier. Qui sait, peut-être que vous auriez pu finir un jour associé de cette banque, mais pourtant, en 2007, vous avez pris le risque de vous lancer, de créer une entreprise. Votre entreprise, pourquoi ? Je crois que le moteur était d'abord le fait d'avoir pu apprendre un métier. Donc, à la base, je suis une analyste financière, donc vraiment avec la volonté de connaître, comprendre l'économie, comprendre les entreprises, comprendre comment elles fonctionnent. J'ai eu la chance, au sein de Lombard-Odier, de faire toute une formation de durabilité, donc reprendre la connaissance de ces entreprises, mais sous l'angle justement de l'environnement, de ces enjeux sociaux et de gouvernance. Et à un moment donné, je me suis retrouvée dans cette situation de me dire, ce qui est important dans le marché, c'est d'avoir quelqu'un qui soit un intermédiaire, qui puisse en fait faciliter la compréhension de qu'est-ce que la durabilité pour des investisseurs et par rapport à des gérants qui offrent des solutions. Et ce rôle d'intermédiation, c'est ce qui m'a amené à créer Concer. Alors il y a quand même une différence entre identifier ce rôle et puis se dire mais c'est moi qui vais prendre ce rôle. Au début, je pense que vous avez commencé toute seule. Comment ça s'est passé ? C'est vrai, oui, ça a été un peu une chute dans le vide et puis rétrospectivement je pense qu'il faut un certain côté naïf et peut-être aussi une certaine vision du monde qui nous dit ah voilà on va changer les choses. Après on apprend à devenir entrepreneur avec les difficultés. Ce qui s'est passé c'est que en étant au sein d'une banque, je voyais la limite de pouvoir continuer à faire ce qui était ce métier et de pouvoir avoir une vue d'ensemble de ce qui se passait dans la finance durable. Et donc, dans cette envie d'être vraiment une sorte d'intermédiaire, il fallait prendre ce rôle d'indépendant. J'en ai sous-estimé, je dois dire, les difficultés. Alors justement, j'ai retrouvé dans les archives de l'AGFI, début 2008, donc quelques mois après vous êtes lancé, vous déclarez « Une fois la peur de l'échec dépassée, l'indépendance m'a donné des ailes ». Vous vous souvenez de ça ? Oh oui, alors je ne sais pas, je ne me souvenais pas de l'avoir dit, mais oui, c'est vrai, parce que en fermant la porte de travailler dans une entreprise, je dirais, classique et traditionnelle, qui est très sécurisante, on voit que beaucoup de portes s'ouvrent. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a des portes, il y a des opportunités qui sont plus ou moins faciles ou qui se sont présentées. Mais de manière générale, c'est vrai que cette liberté de parole n'a été possible qu'en dehors, disons, d'une structure traditionnelle. Pourquoi ça s'appelle Concer ? Alors au début, c'était l'idée du conseil. Il n'y a pas de T à la fin, c'est C-O-N-S-E-R. Finalement, il y a eu deux choses. C'était du conseil et des services. Donc c'était l'idée de dire, je ne voulais pas non plus mettre trop en avant une spécificité, donc laisser aussi la liberté à cette entreprise d'évoluer. Et puis quelque part, après coup, c'est vrai que le fait de dire on travaille de concert, c'est-à-dire de mettre tout le monde au diapason, je trouve que c'est une jolie image. Cette entreprise, vous l'avez créée vous-même. Aujourd'hui, vous êtes une dizaine de personnes. Mais cette fibre entrepreneuriale, elle venait de vos parents Oh, pas du tout, non. Alors, c'est pas du tout familial. Je pense que j'ai été vraiment soutenue par mon mari, mon époux, qui lui avait déjà créé une entreprise. Mais il n'est pas dans l'entreprise, lui. Non, pas du tout. Il n'est pas, mais m'a soutenue dans les étapes clés.
de création de cette entreprise et aussi de prendre le temps et d'être très réaliste sur la capacité d'arriver rapidement à une activité, à un business model. Et c'est vrai qu'on a aussi planifié à l'avance 2-3 ans sans salaire pour pouvoir mettre en avant et développer cette initiative. Donc une belle prise de risque. On viendra pour savoir où vous en êtes aujourd'hui chez Conser. Mais avant de passer à la partie entreprise, quelques mots encore sur ce que vous faites par ailleurs, parce qu'il n'y a pas que l'entreprise. Vous avez aussi des activités que je qualifie d'associatives ou peut-être plus de bénévoles. Vous avez fondé l'association Sustainable Finance Geneva. Vous êtes aussi cofondatrice de son pendant national, la Swiss Sustainable Finance. Est-ce que c'était pour vous de créer ces associations, de vous y investir, une façon d'être certaine que la cause allait avancer, que tous les acteurs financiers allaient... Peut-être un jour vous créez aussi un marché, mais disons que s'assurer que la branche allait suivre? Alors oui, il y avait ces doubles idées. Il y avait égoïstement aussi, quand vous vous mettez en tant qu'entrepreneur et indépendante, l'importance de rester dans un réseau. On ne peut être fort que si il y a un réseau et un ensemble d'autres acteurs qui partagent cette même vision. Et le changement, on en a beaucoup parlé ici à Building Bridges, il ne peut être que multiple, il ne peut pas être solitaire. Donc dans cette dimension, disons, d'entrepreneuriat, c'était très important d'avoir un réseau fort. J'ai eu l'occasion de rencontrer des cofondateurs absolument extraordinaires. Restent aujourd'hui encore des amis. Et cet ensemble que on a envisagé cette idée de transformer un peu la finance, en tout cas d'y contribuer. Et je crois que je suis ravie de voir que Sustainable Finance Geneva, qui a été créée il y a 15 ans, perdure aujourd'hui. Elle est à l'origine aussi de Building Bridges. Elle nous a permis d'initier aussi Swiss Sustainable Finance. Et finalement, ce n'est que quelque chose de structurel qui va pouvoir également amener un mouvement dans cette thématique. J'ai vu aussi que vous avez un mandat d'administratrice d'une fondation, c'est la fondation Audemars Watkins. Elle est présidée par Jasmine Audemars, qui est la propriétaire de la célèbre manufacture horlogère Audemars Piguet. À côté de vous, dans ce conseil d'administration, il y a André Borchberg. On était il n'y a pas très longtemps dans B2B avec son avion électrique à Sion pour le rencontrer. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette fondation ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que cette visibilité qui ressort par mon engagement pour la finance durable, qui n'est plus un secret, je veux dire, la presse l'a aussi relayé à travers ses réseaux, m'a permis d'accéder à différents conseils d'administration et pas uniquement dans le contexte de cette fondation. Et finalement, c'est vrai que c'est des sollicitations, je disais que des portes s'ouvrent, des gens s'intéressent, perçoivent l'engagement et finalement me sollicitent. Et je dois dire que cette combinaison de toujours... J'ai une colonne vertébrale quand même dans mes choix. Ça doit être lié à de la finance, de l'argent, influencer finalement les flux financiers et l'argent dans une logique de pérennité, de durabilité. Donc, précisons que cette fondation, elle œuvre notamment pour la conservation des océans, des ressources en eau. Absolument. Donc on est proche de votre domaine. On est tout à fait, c'est toujours dans cette dynamique-là, c'est toujours de l'argent qui doit être en fait investi pour assurer des questions sociales, environnementales, de bonne gouvernance, en fait de pérennité d'une économie et d'une planète. Très bien. Alors il est temps maintenant de savoir davantage sur Conser, c'est la partie entreprise. Conser a été créé, je le disais, en 2007. C'était d'abord plutôt un cabinet de conseil. C'est devenu une petite entreprise d'une dizaine de collaborateurs. On va revenir sur son modèle d'affaires dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais vous entendre sur une des grandes thématiques discutées ici à Building Bridges, c'est la finance durable. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Il y a des vents très forts qui soufflent contre cette finance durable, qui viennent de Washington en particulier, et le nouveau président américain qui a déclaré la semaine passée à l'ONU que le dérèglement climatique était une des plus grandes arnaques. Mais c'est vrai que les investisseurs se demandent beaucoup, se posent la question, et quelqu'un hier, représentant d'une caisse de pension néerlandaise, disait « Mes assurés, mes membres, ils veulent d'abord du rendement. Et si ça peut aussi améliorer l'environnement, c'est bien. » Et il y a toujours cette tension, cette discussion, est-ce qu'on doit sacrifier du rendement avec la finance durable? Avec votre expérience, le recul maintenant, est-ce qu'on peut avoir une réponse définitive, Angela De Wolf? Je pense que c'est difficile d'avoir une réponse définitive sur le rendement à court terme. On doit être réaliste, on l'a vu. Dans ces 2 dernières années, ça a été des moments peut-être plus difficiles également.
tout d'abord ce qu'on définit comme finance durable, mais peut-être on y reviendra. Simplement, ça a été difficile pour tout le monde, hein, l'investissement dans ces 2 dernières années, puisque quelque part, c'est la défense qui a pris l'industrie de la défense. L'industrie de la défense. On voit que c'était vraiment tout ce qui était technologie liée à l'IA ou les GAFA, et que finalement, en dehors de tout ça, il y a très peu de choses qui ont performé. Donc, naturellement, la finance durable en a aussi pâti. Maintenant, si on se projette à moyen et long terme, il est évident qu'indépendamment des questions éthiques, il va y avoir des enjeux et des risques qui vont toucher l'économie. Et l'intégration et la prise en compte de ces risques, de ces enjeux, reste déterminante pour assurer la pérennité d'un portefeuille et pour s'assurer que l'on finance finalement une économie qui pourra continuer à être vibrante, active et vivante demain. Parce que ce n'est qu'une économie active et vivante qui pourra payer des retraites, qui pourra rendre finalement de l'argent à la population. Donc il ne faut pas se tromper sur le fait de dire voilà, la finance durable c'est uniquement éliminer, faire des filtres négatifs, c'est également se projeter vers l'avenir, et ce type de finance-là pour moi elle est structurelle, elle est indispensable, et c'est celle-là qui va résister. Du long terme, c'est peut-être pour ça que les caisses de pension sont les plus sensibles à ce sujet. Il est aussi souvent question des clients de la clientèle privée dans la gestion de fortune, où là c'est beaucoup plus difficile. Les gérants de fortune indépendants sont aussi plus réticents. Ils disent que nos clients ne s'intéressent pas tellement à cette question-là. Oui. Est-ce que vous constatez aussi cette différence? C'est ce que l'on entend. Effectivement, d'ailleurs, nos clientèles sont plutôt des caisses de pension, des grandes fondations qui ont quand même des missions, qui ont cette visibilité à long terme. Je pense que pour des privés, il y a un peu cette peur. La peur est un sentiment qui est en train d'émerger partout. On y perd des repères. Donc, en fait, on a une sorte de réaction de dire on revient avec ce que l'on maîtrise, sachant qu'elle n'est peut-être pas le meilleur guide par rapport à des décisions de demain. Je pense que le narratif ne passe plus auprès d'une certaine clientèle. Qu'est-ce qu'on doit changer dans ce narratif, hein? Dans le narratif, très vite, il y a eu peut-être cette volonté de dire on fait de la durabilité, on fait du bien, on fait de la performance, tout est concilié. Or, l'investissement comporte un risque et quelque part, ce sont des paris que l'on fait et c'est de revenir sur des éléments de matérialité, c'est sur l'essentiel de la prise en considération d'enjeux qui vont intégrer dans la finance de demain, la performance de demain. Donc, c'est revenir peut-être plus pragmatique, plus proche du bon sens, écouter aussi quel est le besoin du client final avant de vouloir lui vendre ou survendre certains projets ou certains fonds durables. Ce client, justement, il doit décider en toute connaissance de cause et donc être bien informé. Et bien sûr, il peut lire l'AGFI. Oui. Je précise aussi que chaque mercredi, Concert tient un comparatif de fonds dans nos colonnes. Un fonds classique et un fonds dit durable, et on voit comment la performance et les risques évoluent. Ça, c'est un élément important de ce que fait Concert. C'est apporter de la transparence. Oui. Dire, voilà, ce fonds, il permet de faire ceci, mais peut-être pas tout ce qu'on vous dit, ou c'est d'être un petit peu, voilà, de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'éco-blanchiment. Vous voyez votre mission comme ça? Oui, la volonté, c'est dans toute l'ADN de Concert, c'est d'amener de la transparence, de la traçabilité dans la composition de ce qui peut être un fonds ou un portefeuille, afin de donner vraiment la possibilité à l'investisseur d'avoir une vue d'ensemble de ces impacts, qu'ils soient sur les énergies fossiles, que ce soit sur les impacts positifs, que ce soit les controverses majeures, que ce soit le niveau de carbone de son portefeuille. Donc c'est plutôt lui donner des éléments qui le mettent à l'aise en disant « Ah oui, c'est en ligne avec mes valeurs ou pas mes valeurs ». Ce qui est difficile, beaucoup se terminent en disant ce fonds est durable ou il n'est pas durable. Dans notre logique, c'est de dire plutôt un fonds se déclare avec une certaine stratégie de durabilité. Est-ce que la composition du portefeuille est cohérente? Vous allez vérifier en fait. Exactement. Donc c'est donner une sorte de tableau de bord pour piloter, pour suivre, pour avoir un monitoring de son portefeuille sur ces questions-là, pour en voir les risques potentiels, pour voir finalement à quoi est-ce qu'on est exposé, est-ce qu'on est conscient qu'on est exposé à tant de pourcents d'énergie fossile qui n'est pas en transition. Donc je crois qu'on essaye de revenir sur des faits, le maximum, afin de rendre cette Est-ce que lecture. Parfois des fonds viennent vers vous en disant « Oh mais c'est injuste, vous avez mal classé, il faut revoir comment est-ce que vous avez calculé ça, c'est faux, ça arrive ?»
Ça arrive. Alors, ce que l'on fait de très attentif, et je pense que c'est important aussi pour créer la confiance, on ne détient pas, nous, la vérité. Donc, dans notre approche de l'ESG consensus, c'est vraiment de dire il y a un pouls du marché, il y a plusieurs opinions, il y a une complexité dans le marché. On essaye d'en extraire l'essentiel et finalement de dire, voilà, votre portefeuille aujourd'hui par rapport à ce que le marché en pense, il y a quelques incohérences. Discutons de ces incohérences et voyons si vous avez des arguments suffisamment étayés pour justifier la présence d'un titre qui serait peut-être... C'est arrivé que vous corrigiez, vous aviez mal interprété une première fois, puis après vous corrigez après plus d'informations? Chez nous, c'est une approche très systémique. Donc finalement, je ne vais pas revenir et corriger la chose. Par contre, qu'une société soit mal considérée par le marché et que le gérant dise non, moi je connais cette entreprise, j'ai dialogué, permet aux clients et à l'investisseur de dire on vous fait confiance, on poursuit, même s'il y a mise en évidence d'un certain risque. Et donc, je le vois plus dans un profil de risque, vous êtes faux, vous êtes juste. Il n'y a pas de juste ou faux aujourd'hui. On est dans un processus de continuum. Et vous vendez quoi? Vous vendez, voilà, on s'abonne à cette expertise ou on s'abonne à une analyse de portefeuille? Comment ça, quel est le service que vous monétisez? Alors aujourd'hui, effectivement, on a passé, on le disait précédemment, de l'aspect du conseil à vraiment un outil. Et c'est vrai que c'est un outil qui permet de monitorer, donc d'extraire toutes les positions du portefeuille et de le suivre d'un point de vue trimestriel, semestriel ou annuel. Et donc d'avoir vraiment toute la traçabilité et la trajectoire du portefeuille sur différents aspects. Et au final, on arrive aussi avec un audit. En fin d'année, on évalue par rapport à une charte. Beaucoup de caisses de pension maintenant publient nos audits même sur leur site. C'est-à-dire qu'ils ont une charte, ils déterminent quelle est leur stratégie durable et on vérifie que le portefeuille finalement est conforme à ce qui est la stratégie. Certains vont avoir de l'exclusion, d'autres pas. Certains vont vouloir décarboner, d'autres pas. Donc finalement, à chacun de s'éclairer, mais de s'assurer que la trajectoire est maintenue. Vous aurez 20 ans dans 2 ans. Il y a eu beaucoup d'années difficiles où le modèle économique a vite pris. Vous avez atteint les chiffres noirs assez rapidement. Non, ça a pris du temps. Je pense que pour beaucoup qui se lancent, avant de s'enraciner, je dirais qu'il a fallu 10 ans. Alors pendant 10 ans, on teste l'appétit du marché, on teste... Il faut de la persévérance, hein. Il faut de la persévérance. Alors, je ne dis pas que pendant ces 10 ans, il n'y a pas eu de chiffre d'affaires, mais c'est vrai que l'activité même, est-ce qu'on allait faire de la gestion? Finalement, on est revenu en se disant, non, on est plutôt un vérificateur qu'un prestataire de service qui va faire de la gestion de portefeuille. Donc, finalement, on a testé un peu l'appétit et quelque part, c'est le marché qui détermine ce qu'il est prêt à acheter et ce qu'il est prêt à payer. Donc, c'est vraiment laborieux de tester le marché, d'aller voir, d'avoir des noms, de revenir en arrière, de perdre certains clients parce qu'ils disent non, c'est finalement pas comme ça, de voir la compétition qui se crée. C'est un long processus. Mais une fois qu'on arrive à construire cette base clientèle, c'est extrêmement précieux parce que nos clients nous amènent beaucoup de retours. Donc on vous améliorez grâce à eux aussi. On améliore énormément, grâce à eux. Et c'est un continuum, un processus continu. Et ces clients, justement, vous êtes donc l'entreprise est née à Genève, mais je l'ai évoqué tout à l'heure, vous étiez aussi active dans l'association nationale, donc ils sont partout en Suisse. Est-ce qu'ils sont ailleurs à l'étranger? Alors les clients aujourd'hui sont principalement, je dirais bien à 80% ici dans la région romande. Déjà on a dépassé Outre-Sarine, donc c'est intéressant, on commence à voir des clients de l'autre côté. Et puis je dois dire que l'intérêt en fait depuis 3 ans, c'est vraiment l'international. C'est-à-dire que ce qu'on a pu développer en Suisse avec cette logique d'avoir un regard neutre sur la durabilité, de permettre ce dialogue entre le gérant et l'investisseur, séduit également à l'étranger et en Europe. À l'étranger, c'est où Alors, c'est en Europe et on a en Italie, on a en Irlande, on commence à aller en Luxembourg, on a également dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire des banques qui veulent offrir des services et qui veulent s'assurer d'avoir un regard extérieur pour valider finalement leur offre, ou alors des caisses de pension ou des banques, disons, dépositaires qui ont plusieurs caisses de pension. En Italie, c'est le cas, et qui vont pouvoir offrir ce service de monitoring. Donc voilà, et ce regard un peu multisource qui ne vient pas donner des leçons, mais qui permet d'avoir, une neutralité et une indépendance, plaît également en Europe. Oui. Vous avez évoqué plein de fois le mot neutralité, ça m'a frappé.
Ça veut dire que, que vous soyez en Suisse, basé à Genève, c'est un élément important pour convaincre des clients. Quand vous dites on est neutre, on est doublement crédible parce qu'on est suisse. C'est un bon point. Je pense que l'esprit de Genève a quand même infusé dans la société et puis peut-être aussi dans ma personne. Enfin, c'est clair que ça fait partie, ce côté international, mais en même temps prendre de la distance, ne pas imposer une vue, mais accepter les vues multiples. Je crois que c'est pas pour rien qu'on est né à Genève et qu'on poursuit maintenant sur ce regard-là. Et c'est vrai que c'est une dimension un peu consensuelle qui peut être apprécié ou non. Pour certains disent mais il faut trancher et finalement non, c'est notre approche, c'est plutôt petit pas par petit pas faire avancer pour que chacun y trouve son compte. Vous évoquez des clients donc évidemment en Suisse, en Europe, au Moyen-Orient, mais pourquoi ne pas partir à la conquête des États-Unis? C'est peut-être là qu'il y a un gros travail à faire. Je donne un chiffre, ça fait 11 trimestres consécutifs que les Américains retirent des capitaux, des fonds dits durables. Oui. Il y a une grande défiance là-bas. Oui. C'est eux qu'il faudrait convaincre. Vous y pensez? Alors, idéalement, si c'est possible, pourquoi pas? Et pourquoi pas s'il y a des partenaires qui sont prêts à utiliser? C'est-à-dire que l'outil digital permet aujourd'hui, finalement, n'a pas de barrière. Et d'ailleurs, on a un partenariat avec TrackInsight Kepler-Chevreux qui font l'analyse de tous les On précise ETF. qui sont TrackInsight Kepler-Chevreux, précisons qui c'est. Alors oui, ce sont des experts, disons, ce sont des plateformes de tout ce qui est conseil en investissement, mais également tout ce qui est ETF. Et dans ce cas-là, tous les ETF américains sont d'ailleurs analysés avec la méthodologie. Simplement, accéder au marché américain, ce sont des ressources et des nécessités de compétences et de ressources que l'on n'aurait pas aujourd'hui. Mais techniquement, votre outil, votre plateforme, elle pourrait être utilisée Techniquement, il n'y a pas de limite, effectivement, puisque tous les fonds, disons, sont déjà répertoriés, donc on pourrait le faire pour cette approche-là. C'est peut-être pour la prochaine décennie de concerts. Avant de terminer, on va revenir ici et parler de Building Bridges. Il y a beaucoup de monde qui a assisté cette année. On attend plus de 2000 personnes pendant cette petite semaine. Vous êtes une habituée de l'événement. Qu'est-ce qui vous marque dans cet événement? À quel point est-il important? Alors, ce que j'apprécie en arrivant à Building Bridges, c'est le côté me laisser surprendre. C'est vrai que étant extrêmement opérationnel dans le suivi aujourd'hui de portefeuille, des besoins clientèle, de prendre de la hauteur, d'avoir quand même des orateurs du monde entier, par rapport aussi aux difficultés que traverse aujourd'hui toute la notion de durabilité, ces remises en question, le fait de retrouver des personnalités qui partagent la même vision, où on peut se renforcer, se laisser inspirer, quels sont les changements, et d'une année à l'autre, d'entendre un peu, effectivement, est-ce qu'on perçoit la même chose des États-Unis, on a vu quand même des éléments qui étaient intéressants hier en disant bah oui, plus personne n'est vocal sur l'ESG aux États-Unis, mais ce n'est pas pour autant que les choses ne se passent pas. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas intégrer ça dans les investissements de demain. On peut citer notamment l'ancien secrétaire d'État John Kerry qui était un des invités, une des invités vedettes de l'événement qui appelait effectivement qu'il y avait une vraie logique économique à investir dans la durabilité. Il y a une vraie logique économique, c'est même une opportunité aujourd'hui et je pense que dans la technologie verte, il y a eu un peu un retour en arrière, mais on voit que la transition, elle se poursuit. On voit que la Chine est en train de la faire de manière massive. Donc, je ne vois pas un retour en arrière. Simplement, il y a une période de consolidation. Et des lieux comme ici, c'est l'occasion de recroiser, de se ressourcer, de se renforcer sur la direction et de se dire, quoi qu'il arrive, on ne baisse pas les bras. Vous évoquez la Chine, elle est un peu absente du programme. Est-ce que ce serait quelque chose que vous conseilleriez aux organisateurs pour l'année prochaine? Peut-être faire venir davantage de représentants de ce pays? Si c'est possible, je pense que ce serait vraiment très intéressant de les entendre. Je pense que ce sont plutôt des gens qui sont dans l'action, dans la prise de part de marché, qui avancent et de pouvoir être inspirés, de voir finalement comment tout cela se poursuit malgré les vents contraires. Je pense que l'année prochaine va être aussi une année de... Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'au contraire, c'est un autre narratif? Est-ce que ça se réorganise différemment? Ce qu'il faut, c'est beaucoup de souplesse. C'est le marché qui détermine. Et aussi. À propos de souplesse, ce sera la dernière question avant de passer à notre fameux questionnaire de Proust.
concert dans 10 ans, en quelques mots? Vous avez quel plan pour l'entreprise? J'aime pas l'idée d'avoir des plans en me disant je veux arriver là. J'aime bien me laisser surprendre aussi. Simplement, la logique de ce qui a été développé aujourd'hui en tant qu'outil et de capacité de faire effet de levier, c'est de l'accentuer. Accentuer le côté international, accentuer son adoption en tant que vérificateur de l'ESG. Et on le voit en Europe, il y a des règles maintenant de l'ESMA qui demandent effectivement au fonds durable d'être exactement, l'autorité de surveillance européenne qui demande effectivement aux fonds qui se déclarent durables d'être vérifiés de manière indépendante, d'utiliser plusieurs sources. Donc je pense que cette niche particulière d'avoir quelqu'un d'indépendant qui vérifie est quelque chose qui va prendre de l'importance. La forme qu'elle va prendre, il faudra être souple et savoir avec qui s'associer. Voilà, on verra. Merci Angela De Wolf. Merci. On vous laisse tout de suite partir à des conférences, mais d'abord c'est le questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut? Je parle trop. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour? Aide-toi et le ciel t'aidera.